à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour découvrir cette nouvelle édition. En voici les titres en images dans votre sommaire. Nous reviendrons sur la 21e édition du salon Monte-Carlo Gastronomie qui vient d'ouvrir ses portes ce vendredi sous le chapiteau Espace Fontvieille. Suite de notre série de reportages consacrés au 9e Forum international Peace and Sport, les sportifs se mobilisent pour la paix. Vanessa Dessy a suivi l'Assemblée générale de la Fondation Flavien. Et puis grâce à notre invité du week-end, vous découvrirez, vous saurez tout sur l'événement TEDx Monte-Carlo qui va marquer l'agenda du Grimaldi Forum ce week-end. Et nous allons débuter cette édition avec un sujet gourmand puisque vous êtes nombreux chaque année à découvrir le salon de la gastronomie sous le chapiteau Espace Fontvieille. Il s'agit d'un rendez-vous d'ailleurs que nous suivons régulièrement pour vous sur Monaco Info. Et bien cette année, ce sont Christine Datomel et Thomas Deus qui étaient chargés d'aller flâner dans les allées pour partir notamment à la découverte de plats qui sait, orneront peut-être vos tables de fête. Reportage sur place. Il est enfin arrivé sous le chapiteau de Fontvieille. Tous les ans, il est le rendez-vous incontournable des épicuriens. Véritable enchantement pour les yeux et les papilles, le salon Monte-Carlo Gastronomie présente cette année encore de nombreux exposants de qualité et de nombreuses animations. Place pour cette 21e édition au terroir, à l'originalité et à l'authenticité. Nous proposons des produits artisanaux faits à base de truffes. Nous les faisons dans notre propriété et nous utilisons seulement des truffes italiennes et de la région d'Umbria. Nous avons des truffes blanches d'Alba et nous faisons aussi de nombreuses sauces, des sauces fraîches ou congelées. La nouveauté cette année, c'est la truffe avec de l'or 24 carats qu'on présente ici pour la première fois à Monaco et nous l'avons déjà présentée à New York et à Shanghai. On fait du saumon fumé de très grande qualité. C'est un produit travaillé comme la recette traditionnelle du nord de l'Europe. Le poisson est pendu par la queue et salé à la main. Le temps de salaison est ensuite très long, ainsi que le temps de séchage et de maturation. Il s'agit d'un saumon qui provient de la Norvège, qui est certifié Label Rouge, qui est un signe de certification, un peu comme la certification bio. Célèbre à Monaco pour leurs tapas, leur joie de vivre et leur convivialité, la Bodeguita débarque cette année sur le salon et promet de belles surprises. Tout ce qui est pata negra, tout ce qui est jambon ibérique 100% bellota, tout ce qui est tortilla, les petites boulettes albondiga, tout ce qui est les olives de l'Andalousie, tous ces produits-là. Ici sur le salon, on va faire paella, la vraie paella sévillane, plus la paella, on va dire, plus traditionnelle, qui sera de l'autre côté au petit restaurant. On dispatche un petit peu le restaurant qu'on a à la place d'Armes, la Bodeguita, les 3 tapas. Et le petit dernier en date, la plancha. Et c'est tout ce qui est produit ibérique. On a mis un petit morceau d'Espagne à Monaco. Foie gras, caviar, chocolat, douceur, fromage, confiture, charcuterie, champagne, armagnac, vin et j'en passe. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, ce salon propose un large panel afin de répondre aux palais les plus exigeants. Et pour vous donner des idées pour vos prochaines tables de fête, le salon a misé sur l'originalité. On a des boissons énergisantes, mais on n'a pas que ça, qui sont sans alcool. On a 2 gammes. On a une gamme avec alcool et une gamme sans alcool, une gamme de boissons énergisantes et une gamme de boissons qui n'est pas énergisante du tout, des colas, des cranberries, des oranges, et une boisson méthode traditionnelle en 100% chardonnay avec de l'alcool. Et alors une particularité ? Particularité, c'est qu'il y a des paillettes d'or à l'intérieur. Et voilà, c'est une bouteille festive qui commence à être assez connue un petit peu partout dans le monde entier. Nous présentons ici, sur ce salon, nos pâtisseries décorées. Il s'agit d'une collection, une large collection de biscuits sablés au cacao et au pain d'épices. Tous les jours, de nombreuses démonstrations culinaires seront réalisées par les grands chefs de Monaco et de la Côte d'Azur, dévoilant ainsi aux visiteurs le secret de leurs recettes. Vous avez jusqu'au 28 novembre pour venir faire vos achats gourmets sous le chapiteau de Fontvieille.
Nous vous en parlions au cours de notre précédente édition. Cette semaine est marquée par l'organisation du 9e Forum international Peace and Sport. Aujourd'hui, Dominique Poulain s'est intéressé aux différentes tables rondes et à cette conférence qui a été organisée, une conférence qui permettait notamment de mettre en avant plusieurs initiatives permettant aux sportifs de se mettre au service de la paix. Voici son reportage. Le Forum international Peace and Sport s'est achevé ce vendredi. De par la qualité des échanges, la puissance des projets passés et futurs, l'implication de tous et particulièrement des champions de la paix, la 9e édition s'inscrira durablement dans le processus enclenché depuis une dizaine d'années. On a la même passion, on a le même rêve et c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous unit. Donc le sport, c'est aussi la vie et je pense que c'est important de partager au plus grand nombre et de solliciter tous les acteurs du mouvement sportif, mais aussi les politiques, et qu'on se réunisse tous sur des forums comme celui-là pour échanger, mettre en place des politiques et des actions de terrain. Donc c'est les missions sur lesquelles on travaille et je crois que l'évolution va continuer de manière positive. En marge des séances plénières s'est déroulée une démonstration de taekwondo chargée de symboles. Des représentants des équipes nationales de Russie et d'Ukraine se sont affrontés au cours d'une compétition amicale. Deux nations qui sont en désaccord. C'est la preuve que le sport est une solution et qu'il est un vecteur de rapprochement entre les peuples. Quand on est sportif, c'est vrai, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de passeport, on est juste champion. Et voilà, quand tu es un champion d'un pays étranger, on est content, on applaudit. Et puis voilà, ici il n'y a pas de racisme, c'est extraordinaire. Donc j'espère que ça sera pour toujours comme ça. Et il faut accepter, il faut que les politiciens s'y mettent aussi pour montrer que nous on le fait, c'est possible de le faire aussi pour le monde, notre vie de tous les jours. C'est beau d'y croire et parce que c'est possible, il y a une progression, on l'a vu aujourd'hui, il y a eu un dialogue entre Israël et la Palestine, il y a eu un échange entre l'Ukraine et la Russie, qui se sont conclus avec des poignées de main et on partage les mêmes valeurs, on partage le sport n'a pas de frontières, n'a pas de religion et il rassemble tout le monde. Et c'est la beauté et c'est le message de Peace and Sport. Le prochain forum Peace and Sport se déroulera en décembre 2017. En attendant, les projets pour l'année prochaine sont nombreux, importants et fédérateurs, comme la création d'un festival du film de sport, l'organisation d'un match de football à Paris sous la Tour Eiffel opposant des stars du ballon rond et des joueurs anonymes issus de populations en difficulté, et l'intensification des partenariats avec les fédérations internationales. Dans le reste de l'actualité, vous le découvrez sur ces images, le 20e anniversaire d'Acobams s'est achevé jeudi soir au musée océanographique par ce cocktail. Nous avions suivi en début de semaine la 6e réunion des parties à l'Acobams qui s'était ouverte en présence du souverain et du ministre d'État ainsi que de plusieurs personnalités. Je vous rappelle que cet accord intergouvernemental a pour objectif d'atténuer les menaces qui pèsent sur les cétacés. Dans le cadre de son cycle de conférences qui se poursuit, la Monaco Méditerranée Foundation a invité cette semaine un spécialiste du Saint-Siège, du Vatican et même plus largement des religions. Il s'agissait de Don Valette, il s'est penché sur le pontificat du pape François et des attentes qu'il a pu susciter. Alexandra Pani a pu le rencontrer, écoutons-le. Certains disent avis de tempête parce que le pape François bouleverse beaucoup de traditions qu'ils aimeraient voir respectées. D'autres disent à l'inverse, c'est le calme plat parce qu'il pensait à beaucoup de changements. Le mariage des prêtres et pourquoi pas des femmes prêtres, ça n'est pas le cas. Moi, je dirais plutôt une brise légère, un vent nouveau mais assez calme, des réformes mais moins que ne le souhaiterait ce pape et plus que ne le voudraient ses adversaires. Je crois que les grands gagnants de ce pontificat, si j'ose dire, sont les pauvres en général. Le pape François aime beaucoup des gens qui, dans la vie, sont les blessés de l'existence, sont ceux que Jésus aimait beaucoup, dont il parlait dans ses discours des béatitudes, etc. Je pense que le pape François correspond à une demande de nouveauté de la part des cardinaux qui l'ont élu, de la part de beaucoup de catholiques aussi.
On voit également qu'il y a des gens qui veulent quand même un catholicisme traditionnel. Et d'une certaine façon, si le pape François a un langage très cru, c'est peut-être parce qu'il parle plus qu'il n'agit, dans la mesure où personne ne peut l'empêcher de parler, mais on peut l'empêcher d'agir. Le pape Jean XXIII disait au Vatican, il y a 12 personnes au-dessus de moi, il parlait des cardinaux, il n'avait sans doute pas tort. C'est un homme du juste milieu, c'est un démocrate chrétien, et c'est un homme qui, par exemple, n'est absolument pas favorable au mariage homosexuel, qui n'est sans doute pas favorable au mariage des prêtres d'ailleurs, mais qui est en faveur quand même d'une évolution de femmes diacres, par exemple, mais d'une évolution assez modérée. Et ça, on ne l'a pas compris. On l'a voulu, dès le début, en faire un révolutionnaire qu'il n'est pas. Beaucoup l'ont adoré, surtout en dehors de l'Église catholique, car il y a des catholiques qui pensent qu'il est illégitime et que le pape Benoît XVI n'aurait pas dû renoncer, et que donc son élection peut être remise en cause. Mais son pontificat a l'air un peu plus long qu'on ne le prévoyait. Comme il nomme beaucoup de cardinaux en ce moment, peut-être le prochain conclave essaiera d'élire un pape qui prolonge son action, mais ce n'est pas certain. Le pape François, que leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène avaient d'ailleurs pu rencontrer en début d'année. Passons à présent à un autre sujet, celui de cette assemblée générale de la Fondation Flavien qui s'est tenue jeudi soir. L'occasion, bien sûr, de dresser un bilan pour cette année 2016 et d'évoquer les futurs projets. Vanessa Dessy était sur place. C'est un combat sans fin pour la Fondation Flavien. Le 15 août 2014, en hommage à son fils disparu, Denis Macario crée la première association de lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares en principauté. La traditionnelle Assemblée générale donne l'occasion de dresser un bilan de l'année écoulée. 2016, le gros point positif, c'est qu'on a augmenté notre participation pour le soutien aux familles. Et on a augmenté aussi notre participation pour tout ce qui est recherche. Et ça, c'est un gros plus. C'est le cœur et l'objet social de la Fondation. Et ça, franchement, je dis merci à tous ceux qui nous ont aidés. On a besoin de fonds, c'est évident, mais de bénévoles au fur et à mesure de l'évolution, parce qu'il y en a qui peuvent arrêter, il y en a qui peuvent revenir un poil après. On demande d'être présent le jour J. Après, durant l'année, on a un noyau dur qui est important, mais sinon le jour J, c'est sûr qu'on a besoin de monde. Et pour un exemple, le trot du mois d'octobre a mobilisé globalement 120-130 personnes. Créée il y a à peine 2 ans, la Fondation ne cesse de grandir. Monaco Rock'n'Roll, apéro-concert, marche, vide-grenier. La Fondation Flavien se mobilise en permanence. 2017 annonce d'ores et déjà de nombreuses manifestations. On va normalement faire des partenariats avec d'autres unités de recherche en France, sur Marseille et sur Nice. Et ça, c'est le cœur de cible parce qu'on est en attente de projets. Et après, nous, on va à la recherche d'argent, on va dire, en proposant toujours quelque chose qui apporte un petit plus aux enfants. Prochain rendez-vous pour la Fondation Flavien, la Ronde des Clowns, le 7 janvier prochain, au Théâtre des Variétés. L'événement réunira tous les clowns qui réalisent des tournées dans les hôpitaux de la région. Nous parlions basket dans notre précédente édition. Parlons aujourd'hui de football avec la 14e journée du championnat de Ligue 1. Elle aura lieu ce samedi. Fraîchement qualifiée, vous le voyez, pour les 8e de finale de Ligue des Champions, l'AS Monaco reçoit l'Olympique de Marseille ce samedi dès 17h10 au Stade Louis II. Alors comment les Monégasques abordent-ils cette rencontre? La réponse avec des extraits de la conférence de presse d'avant-match sur des images de l'AS Monaco TV. Tout le monde veut jouer contre Marseille. Marseille, c'est une des plus grosses équipes de France. On se sent bien, mais on sent aussi qu'il faut continuer à travailler et à jouer tous les matchs à 100% parce qu'on a un match chaque 3-4 jours et c'est pas facile de jouer aussi comme ça. Il faut maintenir aussi le niveau mental, que c'est très important. Je crois que l'OM, c'est un gros club, il a de bons joueurs. Peut-être n'est pas la place de louer pour le tableau.
Normalement, Marseille, c'est une des meilleures équipes de France. Si on regarde les joueurs de Marseille, ils sont très forts. Ils ont beaucoup de très bons joueurs. Ils ont Gomis, ils ont Thauvin, Diarra. Ils ont beaucoup de joueurs qui ont joué et qui sont à jouer à un très bon niveau. Maintenant, ils ont changé l'entraîneur, aussi la direction, et ça donne motivation. Et pour ça, nous avons besoin de jouer à fond, comme d'habitude, contre les grandes équipes, pour essayer de gagner les matchs. À niveau de résultats, ils ne sont pas très bien, mais on sait que c'est toujours très difficile de jouer comme contre équipe comme Marseille et que ça ne va pas être un match facile du tout. Nous sommes avec une bonne dynamique positive. Nous jouons un bon football, nous sommes performants et c'est bien, mais ça aussi donne à l'adversaire motivation plus pour essayer de nous gagner. Tout le monde s'est motivé pour jouer contre Monaco aussi. Je crois qu'ils vont essayer d'être physiques, mais nous aussi, on joue beaucoup de matchs, mais on se sent bien physiquement, aussi mentalement. Pour ça, on va entrer à 100% pour gagner le match. Et comme promis à présent dans votre sommaire, je vous propose de retrouver notre invité du week-end. Il va bien sûr nous parler de l'événement TEDx Monte Carlo, son concept, ses idées et son fonctionnement. Amrita, bonjour. Bonjour. Vous faites partie du staff de cet événement, du staff donc de l'organisation. Merci de nous accorder quelques instants. Nous sommes au cœur du Grimaldi Forum, là même où se déroule ce samedi donc votre événement. Est-ce que vous pouvez un petit peu tout d'abord nous expliquer ou du moins nous rappeler le principe, le concept de ce rendez-vous? Alors TED, c'est un concept qui nous vient des États-Unis. C'était fondé en 1984. TED signifie Technology, Entertainment and Design. Et l'intérêt de ces conférences, c'est d'avoir des intervenants qui sont experts dans leur domaine, de venir nous parler des idées innovantes, des idées qu'ils souhaitent partager avec le reste du monde. Donc voilà, nous, on organise ça de manière indépendamment de TED, d'où le TEDx, indépendamment et de manière locale. Donc on reproduit un petit peu ce qui se fait, ce concept américain des États-Unis. Amrita, je crois que l'élément clé aussi donc de ce rendez-vous, c'est le fait que les intervenants ont quelques minutes en fait pour convaincre et pour expliquer ce dont ils veulent parler. Tout à fait, donc ils ne peuvent pas dépasser les 18 minutes. Souvent les interventions vont être même plus courtes que cela. L'intérêt, c'est de pouvoir garder l'attention du public et de pouvoir en très peu de minutes leur donner les idées clés et leur parler de sujets qui pourraient intéresser, même si ce sont dans des domaines que le public ne connaît pas forcément. Alors nous découvrirons les sujets abordés, notamment parce qu'une équipe de Monaco Info a la chance de pouvoir venir ce samedi pour suivre l'événement. Donc nous découvrirons ça lundi dans notre JT dès 19h. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire qui vient écouter dans le public? Est-ce que vous avez une idée peut-être des participants qui viennent écouter les interlocuteurs? Oui, alors nous avons beaucoup de personnes de Monaco. Mais nous avons aussi beaucoup de personnes des environnements et des environs. Et ce sont des fans TEDx, des gens qui connaissent déjà ce concept. Et pour notre première édition, on a eu un succès phénoménal avec les billets qui ont été vendus très rapidement. Donc les places ont été prises très rapidement. On est très heureux que ça plaise et on est d'autant plus... On se réjouit d'autant plus de savoir que les gens vont apprécier cet événement que l'on organise. Donc des places vendues très rapidement. J'ai pu voir aussi et pu constater que sur Internet, les interventions aussi sont souvent relayées et souvent aussi très visibles pour les internautes. Donc, nous avons une licence TED, donc nous on est TEDx, mais on a l'obligation de publier tous les interventions sur Internet suite à l'événement. Donc dans un mois, toutes les personnes qui n'ont pas pu malheureusement venir voir en live l'événement pourront revoir les interlocuteurs parler.
sur le site. Alors Amrita, vous parliez précédemment de ces fameuses 18 minutes ou moins pour convaincre. Quand on cherche à convaincre justement le public, qu'est-ce qu'on attend selon vous? Le convaincre, mais pour la suite après aussi créer des contacts pour certaines entreprises peut-être? C'est possible parce que nous avons durant donc, la journée l'occasion de networker, de créer un réseau avec les personnes qui viennent. Moi, je vais vous dire personnellement, quand je suis dans le public, ce qui me plaît aussi, c'est d'apprendre, de découvrir de nouvelles idées. Et puis après, ça fait réfléchir, ça fait discuter les gens. Et donc, c'est tout l'intérêt, c'est de faire discuter et de parler de sujets qui ne sont peut-être pas abordés de tous les jours. Alors écoutez, merci pour toutes ces informations. Nous en parlions toutes les trois avec votre collaboratrice Tracy avant cet entretien. Oui. Je crois que vous teniez quand même aussi à mentionner que vous avez été très largement soutenu par le Palais et même par le gouvernement princier pour l'organisation de cet événement. Je crois savoir qu'il y a quelques fans TED, même ici en Principauté et au Palais. Donc nous sommes très heureux justement d'avoir ce soutien de la famille princière. Le fait d'organiser cet événement ici, sur le sol monégasque, c'est important aussi peut-être parce que au fil des années, on a pu constater que nous avons eu des chefs d'État, peut-être même comme le prince Albert Ier, oui. On en parlait, qui étaient aussi explorateurs et qui avaient donc cette envie aussi d'explorer le monde. Oui, tout à fait. Donc c'est tout à fait naturel d'avoir ce type d'événement. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes dans l'équipe, nous sommes de Monaco. Moi-même, j'ai grandi ici et donc ça nous fait extrêmement plaisir de voir justement TED venir à Monaco, qui est un lieu justement qui pousse, il y a plein d'idées nouvelles qui viennent et donc c'est l'occasion de mettre ça en avant dans le cadre de ce type d'événement. Amrita, merci beaucoup. Je le rappelle donc aux téléspectateurs, reportage à suivre sur cet événement également lundi dès 19h. Une équipe de Monaco Info sera présente ce samedi. On va se quitter en parlant des prévisions météo, mais j'allais vous dire qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, la météo n'aura pas d'impact sur l'événement ce samedi. Vous êtes bien au chaud ici au Grimaldi Forum. En tout cas, merci beaucoup. Merci et je vous le disais, donc nous nous quittons avec ces prévisions météo. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien et ce journal. À très bientôt. Samedi, confirmation de l'amélioration. Pas de pluie, peu de vent, un temps assez ensoleillé, compté de 13 à 17 degrés. Dimanche, du beau temps, des nuages discrets et un vent faible, température comprise entre 13 et 18 degrés. Lundi, un soleil plus intermittent que le jour précédent, faible risque de pluie en fin de journée. Un vent d'Italie plus sensible, compté jusqu'à 16 degrés pour les maximales. Mardi, du soleil et des nuages passagers, mais pas d'inquiétude, aucune pluie n'est prévue. Vent d'Italie toujours modéré, puis mercredi, un temps bien plus ensoleillé et des températures assez douces pour la saison.